Bonjour, je m'appelle Ambroka Kabea Anchimba. Je suis le directeur exécutif de la Société congolaise de la pratique sage-femme. Et dans le cadre de cette société savante ou cette association professionnelle qui regorge à son sein toutes les sages-femmes de la RDC, la SCOSAF met en œuvre un projet intitulé Smart SMR, donc Smart pour les soins de maternité respectueux, depuis cette année 2022 jusqu'en 2025. Et c'est dans ce cadre-là, de ces projets-là, que je suis en même temps coordonnateur de ces projets-là dont je suis en train de mettre en œuvre. Et comme vous savez, tout projet a toujours des axes d'intervention. Un axe très important, c'est le renforcement des capacités des prestataires en soins de maternité respectueux. C'est ainsi que nous sommes pour le moment en cette date, d'ailleurs depuis la date du 28 du 28 août jusqu'au 2 septembre, nous sommes en pleine formation des formateurs. C'est la formation qui va essayer de former, de mettre en place les pools de formateurs, environ 35 formateurs, qui vont devoir former à leur tour les prestataires sur les mêmes thèmes dont les soins de maternité respectueux, donc droits sexuels et reproductifs et soins de maternité respectueux. C'est ça même les thèmes centrales de ce projet. Alors c'est ainsi que cette formation a commencé depuis le 28 et qui va jusqu'au 2, comme nous l'avions dit, au 2 septembre. Et à l'issue de cette formation, on aura donné à ces pays, la RDC, on aura donné 35 sages-femmes, formateurs et formatrices en soins de maternité respectueux et droits sexuels et droits à la santé sexuelle et reproductive. Et ces formateurs, à leur tour, vont former pour les mêmes thèmes, donc droit à la santé sexuelle et reproductive et les soins de maternité respectueux. Ils vont former environ 150 prestataires. Voilà un peu le thème central de cette formation. Alors, en tant que thème central, parce que peut-être les gens vont se poser la question, à quoi sert ou c'est quoi les droits sexuels et reproductifs? Nous savons très bien que depuis plusieurs années, depuis 1948, il y a eu la mise en place par l'Assemblée générale des Nations Unies des droits universels ou les droits humains. Et ces droits humains-là avaient quand même spécifié certains droits qui allaient dans le sens de déterminer un peu les droits qu'a la femme ou dans les sphères de la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, déjà avec les droits universels, le troisième droit parlait des droits à la dignité. Toute personne avait droit à la dignité. Quatrième droit parlait que toute personne avait droit à l'intimité. Nous prenons par exemple 11e droit sur les droits humains. 11e droit parlait que toute personne avait droit à jouir de sa sexualité. Donc les droits humains, les droits universels avaient déjà mis l'accent sur certains droits qui aujourd'hui ont été exploités encore davantage par des recherches, par des études, afin de pouvoir les circonscrire autour de la santé sexuelle et reproductive. Il y a eu beaucoup de traités internationaux, beaucoup d'éléments qui ont fait que autour toujours de ça, il y a eu la charte des droits des peuples, des hommes et des peuples en Afrique, que nous avons appelé ou que nous appelons protocole de Maputo, qui est aussi une charte des droits universels, une charte qui s'est inspirée des droits universels afin de pouvoir mettre en place certains éléments clés en rapport avec la femme. C'est ainsi que cette charte, dite charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Donc on a spécifié un peu parce qu'on avait compris que d'une façon générale, quand on parlait des droits universels ou les droits de l'homme, on ne voyait pas, il y a des gens qui ne voyaient pas trop la spécificité que c'était des droits qui étaient valables aussi pour la femme. C'est ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme, ou alors protocole de Maputo, a mis en place certains articles, certains points de ces articles-là qui ont circonscrit un peu les éléments clés pour montrer que la femme, pour les soins de sa maternité, avait droit à certaines choses. C'est une charte qui a 32 articles, circonscrits en 8 thématiques.
Et surtout, la quatrième thématique qui est très importante, c'est la thématique en rapport avec les droits à la santé et à la reproduction. Et c'est même cette charte-là qui, dans son article 14, donne même à la femme les droits. En cas d'une femme qui est enceinte, mais que cette grossesse-là, si elle est ici, par exemple de l'inceste, ici des viols, ou des viols, inceste, ou que la santé de la femme est en danger, ou alors la santé du fœtus, la femme a droit à recourir à un avortement sécurisé. Sécurisé si elle le veut. Si elle veut bien garder sa grossesse, pas de problème. Voilà un peu certains droits pour lesquels nous sommes en train aujourd'hui de former les sages-femmes formateurs pour qu'eux-mêmes d'abord puissent connaître les droits qu'a la femme et que à leur tour qu'ils forment d'autres prestataires pour connaître ces droits-là, parce que la femme qui vient pour recevoir un service de planification familiale, la femme qui vient pour recevoir pour les suivis de sa grossesse, la femme qui vient pour un accouchement, et même qui a déjà accouché dans le postpartum, cette femme-là doit jouir de tous ses droits. Donc, les soins qu'on donne à cette femme-là, à ce moment-là, sont appelés les soins de maternité. Et ces soins-là de maternité, pour qu'ils soient appelés, ce sont des soins humanisés, ce sont des soins respectueux, ce sont des soins au cours desquels les droits de la femme doivent être respectés. C'est ainsi que toujours, vous voyez, on est parti des droits universels de l'homme, on est passé par la charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits de la femme, appelé Prodron de Maputo, mais spécifiquement nous avons encore les rubans blancs qui a essayé de mettre en place toute une charte appelée charte des droits, charte des soins de maternité respectueux. Une charte qui aujourd'hui a au moins 10 articles ou circonscrit 10 articles afin de pouvoir donner les droits que peut avoir une femme au moment qu'il reçoit les soins de maternité. Ce sont ces droits-là que nous sommes en train d'enseigner les femmes aujourd'hui, parce que donner les soins de maternité respectueux, c'est l'équivalent des respects des droits que la femme doit bénéficier au moment qu'elle reçoit les soins de maternité. Les 10 droits sont circonscrits en 2 blocs, dont le premier bloc est fait de 7 droits qui sont des droits relatifs à la mère, et il y a le bloc de 3 droits qui sont relatifs au nouveau-né. Et tout ça, c'est autour de tout ce que la femme peut recevoir comme soins de maternité. Et ce sont des droits. Quand on est un droit, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel on doit respecter. Donc la personne en a les droits, si je peux me répéter, en a les droits, et que les autres sont tenus à respecter ces droits-là, sont tenus à lui reconnaître ces droits-là. Par exemple, sur les rubans blancs, ou alors la charte des droits, ou la charte des soins de maternité respectueux, qui ressort les 10 droits. Nous avons par exemple les droits à la protection et à l'intégrité. Donc la femme qui vient pour les soins de maternité a droit. Donc la sage-femme ou alors le prestataire qui donne les soins, il doit comprendre que quand il respecte ces droits-là, ou bien quand il donne les soins de maternité respectueux, ce n'est pas un luxe, mais plutôt c'est un droit de la femme. Le premier droit veut qu'on puisse reconnaître à la femme qu'elle a les droits à la protection et à son intégrité physique ou morale. Donc on ne peut pas donner les soins qui ne protègent pas la femme, on ne peut pas donner à la femme les soins qui ne les sécurisent pas ou qui ne respectent pas son intégrité. Le deuxième droit, c'est le droit à l'information. La femme qui vient pour les soins de maternité, c'est une femme qui a droit à recevoir toutes les informations nécessaires pour sa santé, pour sa vie sexuelle et reproductive. Toute l'information, et surtout une information bien filtrée, une information juste, correcte, qui fait qu'à partir de l'information, la femme aura droit à donner un consentement. Donc, on appelle un consentement éclairé si au départ, les droits a été expliqué correctement à la femme, si au départ, l'information qui lui a été donnée par la sage-femme, par le médecin ou autre prestataire, doit être une information juste, correcte et complète. Et à l'issue de cette information-là, la femme a droit en même temps de dire oui ou non aux soins qu'on veut lui administrer. C'est un droit. Le troisième droit, c'est droit à la protection de sa vie privée. La femme qui vient pour recevoir les soins, cette femme-là a droit à sa vie privée. Elle a sa vie privée et elle a droit le prestataire des soins, la sage-femme, est appelé à protéger ou à ne pas
faire ce qu'on appelle s'ingérer dans la vie privée de la femme. Si la femme a partagé avec le prestataire une vie privée quelconque, c'est dans le cadre du travail, donc elle a droit à ce qu'il soit protégé et que sa vie privée soit aussi protégée. Quatrième droit, c'est que la femme a le droit d'être traitée avec dignité et respect. Elle est une personne humaine, elle doit être traitée avec dignité et respect. Donc la sage-femme qui donne le soin doit savoir que cette personne, je dois les respecter et je dois les traiter toujours avec dignité. Le cinquième droit, c'est le droit qu'a la femme à l'égalité. Donc droit à l'égalité, pas de discrimination, pas de discrimination. Il faut qu'il puisse recevoir les soins d'une façon équitable. Donc la sage-femme ne peut pas discriminer une femme par rapport à son rang social, par exemple, par rapport à son appartenance ethnique ou raciale. Non. La femme a le droit de recevoir les soins sans discrimination, de recevoir les soins d'une façon égalitaire, de recevoir les soins d'une façon équitable. C'est un droit. Le sixième droit, c'est droit aux soins de santé de meilleure qualité possible. Donc les soins de qualité, les soins qui ne peuvent pas exposer la femme. Et le septième droit, ce qui est des blocs de la femme, ce sont les soins, c'est le droit de liberté, de l'autonomie. La femme est libre. Elle est libre de choisir qui est la sage-femme qui va l'accompagner lors de son accouchement, libre de faire les choix sur les soins que vous voulez lui faire. Il est autonome, il a le droit de décider sur sa santé, sur sa personne. Il a le droit de décider. Alors voilà, les 7 blocs-là de droits qui reviennent à la femme doivent être des droits pour lesquels le sage-femme, le prestataire de soins, les prestataires de services de maternité doivent en tenir compte à tout prix au moment de l'offre de soins de maternité. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que la femme a bénéficié des soins de maternité respectueux. Et le nouveau-né aussi n'est pas oublié. Par exemple, le 8e droit parle que chaque enfant a droit à ses parents. Donc, rester à côté de ses parents ou alors aux côtés des gardiens. On ne peut pas, l'enfant qui vient de naître, on n'a pas le droit de les séparer. Droit de les séparer, sauf s'il y a un problème, une indication particulière, mais on n'a pas le droit de séparer ces nouveaux-nés-là avec ses parents ou bien avec les gardiens. C'est un droit de l'enfant. Même s'il ne parle pas, mais il a ses droits, on lui reconnaît ces droits-là. 9e droit, que chaque enfant a droit, dès sa naissance, à une identité, à une nationalité. C'est un droit. Et le 10e droit, enfin, c'est que chaque enfant a droit à une alimentation adéquate. Nous savons très bien que l'alimentation adéquate pour les nouveau-nés, l'enfant qui vient de naître et qu'il doit être traité au lait maternel, c'est l'aliment par excellence pour les nouveau-nés. C'est un droit pour un nouveau-né. Et quand le moment viendra pour, par exemple, que cet enfant-là puisse recevoir de l'eau, parce que au moment où, à sa naissance jusqu'à 6 mois, nous prenons pour les soins respectueux aussi que c'est un enfant qui doit être soumis à l'allaitement maternel exclusif, mais quand il faudra, pour des raisons ou autres, ou bien après les 6 mois, s'il faudra lui ajouter de l'eau, ça doit être de l'eau propre, de l'eau potable, donc qui sécurise l'alimentation du nouveau-né. Alors, si vous regardez, c'est autour de ces droits. Quand ces droits sont respectés, alors le prestataire est en train de donner les soins de maternité respectueux. Mais si ces droits ne sont pas respectés, sont bafoués, si ces droits ne sont pas d'application, ne sont pas intégrés dans la pratique de la sage-femme est en train de faire ce que nous appelons, ou bien le prestataire est en train de faire ce que nous appelons les soins non respectueux. Les soins non respectueux se traduisent directement en soins qui amènent à une maltraitance. Donc, il y a la maltraitance de la femme. On peut appeler encore ça que ça devient des traumatismes ou alors des violences obstétricales. Ça devient une négligence, ça devient... Donc ce sont des soins non respectueux qui ne respectent pas la dignité de la femme, qui ne respectent pas l'honneur, l'intégrité physique ou tous les droits que nous venons de citer ici. Voilà la raison pour laquelle nous formons les formateurs aujourd'hui, afin que tous les sages-femmes soient formés autour de ces droits et que le moment venu, eux aussi puissent former le prestataire, de telle sorte que toute femme qui va être entre le mains d'une sage-femme, qu'il puisse bénéficier les soins de maternité respectueux. Voilà un peu d'une façon
générale et globale, la raison ou les thèmes abordés par cette formation et la nécessité de cette approche, de cette formation pour l'amélioration de la santé maternelle et néonatale en République démocratique du Congo au travers de sages-femmes réunies autour de leur association professionnelle qui est une société savante autour de l'obstétrique préventive, de l'obstétrique physiologique et la gynécologie préventive. Voilà un peu ce que nous pourrions partager avec vous en rapport avec cette formation et les thèmes abordés qui est les droits à la santé sexuelle et reproductive et les soins de maternité respectueux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.